née dans des circonstances assez compliquées, parce qu'à ce moment-là, on ne connaît même pas mon père biologique, qu'aucun membre de ma famille ne semble vraiment s'y intéresser, puisque c'est resté un point d'interrogation. Ma maman qui souffrait de dépression sévère, puisqu'elle s'est donnée la mort quand j'avais 1 an et demi. Mais je ne comprends pas comment les services sociaux ont pu prendre juste la décision, alors qu'en vrai, j'avais 1 an et demi, j'aurais pu avoir la chance d'être adoptée par une nouvelle famille. Je ne comprends pas la décision de m'avoir laissée avec ma sœur, qui était clairement instable psychologiquement à ce moment-là, qui l'a été du coup par la suite. Pourquoi il n'y a jamais eu personne qui m'a demandé mon avis par la suite? Je ne comprends pas tout ça. Alors, vous allez faire la rencontre d'un garçon. À mes 15 ans, ouais. Donc, quand vous rencontrez ce garçon, vous êtes amoureuse au début? Je crois que oui. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je croyais que c'était ça. En vrai, c'est dur à admettre, puisque je m'en veux. Donc c'est compliqué, mais en vrai, si on est complètement objectif, non, je savais que ça puait dès le début, cette histoire. Vous aviez perçu que c'était quelqu'un de violent? Et du coup, je suis repartie de ce rendez-vous avec une lettre pour me dire que le jour de mes 18 ans, avant midi, je devais avoir quitté les lieux. Donc il me laissait, c'est pas bon comme ça, mais c'est 3 mois pour rebondir. Ce qui veut dire qu'à 18 ans, vous êtes mise dehors. Le jour même de mes 18 ans. Natania, bonjour. 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 L'enfant oublié aux éditions Hugo. Cet enfant oublié, c'est vous. On a commencé à vous oublier dès le début, Natania. Ouais, je pense. Depuis toujours, en vrai. Vous naissez dans quel type de famille? Une famille assez dans le chaos, en vrai. Du coup, je nais dans des circonstances assez compliquées, parce qu'à ce moment-là, on ne connaît même pas mon père biologique, qu'aucun membre de ma famille ne semble vraiment s'y intéresser, puisque c'est resté un point d'interrogation. Ma maman qui souffrait de dépression sévère, puisqu'elle s'est donnée la mort quand j'avais 1 an et demi. D'accord, vous perdez votre mère à 1 an et demi. Ouais, sachant qu'elle avait déjà perdu ma garde 6 mois plus tôt. D'accord, vous aviez été confiée à qui à l'époque? Par ma grande sœur, le compagnon de ma grande sœur et ma grande sœur. D'accord, quand vous avez 1 an et demi? Quand j'ai 1 an, du coup. D'accord. 1 an, ils ont appelé les services sociaux, puisque ma maman, à ce moment-là, allait très mal, et je crois que je pleurais de ce que mon frère m'a raconté, parce que mon frère avait 11 ans à ce moment-là. Et du coup, c'est lui qui s'occupait de moi beaucoup de fois. Et je pleurais ce jour-là. Mon frère n'a pas su calmer mes pleurs. Du coup, il a appelé notre sœur en lui disant viens t'occuper de la petite. Et en fait, elle est arrivée avec les services sociaux. Et du coup, décision devant le juge. Et ils ont fait ce qu'on appelle, en gros, c'est une période d'essai pendant 6 mois, dans laquelle elle doit suivre une thérapie et montrer sa bonne foi. Et il y a quand même des visites pendant les 6 mois. Tu ne peux pas retirer comme ça un enfant à sa mère sans droit de visite et rien. Et je crois que, de ce que j'ai compris, en tout cas, les droits de visite n'ont pas du tout été respectés. Jusqu'au premier jour de ce qu'on appelle, nous, Hanouka, Noël. C'est le moment où je devais voir ma maman. Et pareil, on lui a impossible de joindre ma sœur, changer de numéro de téléphone. Elle a essayé d'appeler la greffière ce jour-là, je le sais parce qu'elle en a parlé à quelqu'un qui me l'a répété, genre peut-être 15 ans plus tard. Et la greffière, 21 décembre, avant les fêtes de Noël, compliqué, plus grand monde dans les bureaux. Et du coup, elle s'est ôté la vie. Tout ça, lorsque vous avez 1 an, vous le racontez comme si vous l'aviez vécu. Je sens de la colère. Oui, je le suis. Vous êtes en colère? Je le suis parce que je ne comprends pas déjà, ne serait-ce que le milieu médical, comment ils ont pu autant donner de médicaments à ma mère à l'époque. Alors je sais que la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez... On en parle beaucoup plus maintenant, c'est beaucoup plus libéré maintenant. Et je pense qu'à l'époque, c'est sûr que ce n'était pas hyper adapté. Mais je ne comprends pas comment les services sociaux ont pu prendre juste la décision, alors qu'en vrai, j'avais 1 an et demi, j'aurais pu avoir la chance d'être adoptée par une nouvelle famille. Je ne comprends pas la décision de m'avoir laissée avec ma sœur, qui était clairement instable psychologiquement à ce moment-là, qui l'a été du coup par la suite. Pourquoi il n'y a jamais eu personne qui m'a demandé mon avis par la suite? Je ne comprends pas tout ça. Vous ne comprenez pas parce qu'encore aujourd'hui, la parole de l'enfant est finalement très peu respectée et entendue. Elle est niée. Ah oui, complètement, alors que pourtant, je crois que juridiquement, un enfant peut être écouté dès ses 6 ans. C'est pour ça qu'il y a plein de moments où je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a alerté personne? Pourquoi il y a... Enfin, j'ai quand même changé, je crois, peut-être 4-5 fois de tuteur. Beaucoup quand même. Cet enfant oublié, c'est cette jeune femme que vous êtes aujourd'hui, mais qui a changé tellement de tuteur, comme vous avez dit, j'ai envie de dire de main. Balancer un peu à droite et à gauche. Vous parlez de votre sœur, donc, dont le compagnon
est nommé comme tuteur Ouais. quand votre mère met fin à ses jours. Ça va se passer comment avec cette sœur? Parce que vous allez y rester jusqu'à vos 15 ans à peu près. C'est ça. Quand j'étais petite, trop bien. Franchement, quand j'étais petite, en tout cas, du peu de souvenirs que j'ai. Après, je sais qu'elle me laissait souvent seule le soir, mais il y avait mon jeune frère qui s'occupait de moi, mais il était trop jeune à ce moment-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent, des mères célibataires qui s'en vont le soir et qui laissent les enfants. Donc, on va dire que jusqu'à mes 7 ans, il n'y avait rien qui m'avait vraiment alarmée. D'accord. C'est à partir de mes 8 ans où ça a commencé à changer. Déjà, par exemple, j'avais pas de stabilité, dans le sens où je ratais souvent les rentrées scolaires, par exemple. Ma soeur décidait qu'on parte, donc en vrai c'est génial, je partais en vacances, ça, c'est une super chance. Mais par exemple, on pouvait partir 3, 4 mois à l'étranger. Et c'est ce qui se passe à un moment donné, donc on rentre de Thaïlande, puisque son père, elle, habite en Thaïlande. Elle tombe folle amoureuse d'un homme et elle décide, sur un coup de tête, qu'on parte à Isola d'Elba, l'île d'Elbe, comme ça, du jour au lendemain, s'installer là-bas. Et j'ai 8 ans. Oui. Et en fait, à mes 8 ans, il se passe un événement qui fait que le jour de mon anniversaire, donc le jour de mes 8 ans, on est dans une toute petite maison. Et on est sur le lit comme ça. Et elle commence en fait à me déballer que en fait, son père, donc l'homme que je pensais être mon père, c'est pas mon père. Que ma mère, elle n'est pas morte d'une crise cardiaque, mais qu'elle s'est suicidée. Et en fait, elle commence à me déballer. Et moi, en fait, après tout ça, je rentre, je crois, 1 mois et demi plus tard, complètement déboussolée. Je ne comprends plus rien. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de détails. Et ça a été de pire en pire, parce qu'à 8 ans, je pense que, en tout cas moi, à mon 8 ans à moi, c'est peut-être pas le cas de tous les enfants de 8 ans, mais je commençais déjà à avoir beaucoup plus clair dans ce qui se passait autour de moi. D'où, par exemple, cet isolement. J'étais très isolée, tout le temps. Isolée, c'est-à-dire? Qu'elle ne parlait pas aux membres de la famille maternelle. Du coup, je n'avais pas le droit de parler avec eux. Donc du coup, là où un enfant est quand même censé se développer normalement avec un entourage sain, ou en tout cas des adultes autour d'elle, j'avais que ma sœur en repère, uniquement. Je parlais à personne d'autre, j'avais pas de grands-parents, je n'étais pas conviée aux tables de mes tantes ou de mes oncles, j'étais vraiment, vous êtes contre ma sœur, donc vous êtes contre moi. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est bizarre comme raisonnement. Et puis pourquoi ma sœur ne vient jamais me chercher à l'école? Pourquoi je suis souvent toute seule? Et puis après, il y a eu son nouveau travail qui a fait qu'elle a commencé à travailler à dans des pays. Et du coup, elle m'a dit tout simplement, tu vas gérer ça toute seule à la maison. C'est-à-dire qu'elle s'absentait plusieurs mois et elle vous laissait toute seule Ouais, entre 1 mois et 5-6 mois, parfois, pour les plus longues missions. Et là, vous aviez quoi, 13, 14 ans, 15 ans? Non, j'avais 10 ans. Et qui s'occupait de vous pendant ce temps-là? Alors au début, elle a pris des nounous. Après, en fait, elle s'est dit, mais du coup, je pars travailler pour gagner de l'argent, mais j'en dépense avec toi. Ce qui n'est pas le but, d'après elle. Et donc après, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Hein. Donc j'ai été dormir chez des copines d'école. Et leurs parents m'acceptaient pour 300-400 euros. Que votre sœur leur payait, non? Ma sœur payait, du coup. Et après, pareil, il y avait toujours cette histoire de l'argent. Sujet très récurrent dans ma famille. Ah bon? Oui. Et je pense qu'elle voulait vraiment pas dépenser d'argent pour ça. Est-ce que clairement, votre sœur, très tôt, vous fait sentir que vous êtes un poids financier pour elle? Oui, depuis toujours. Depuis toujours? Ouais. D'accord. C'est simple, déjà dès mes 8 ans, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de mon anniversaire et qu'elle m'avait déballé tout ça, et que j'ai commencé à être perturbée, et que du coup j'ai commencé à avoir mon propre avis, et non pas juste la suite d'elle, elle a commencé à me dire, bon ça y est, tu commences à m'agacer, tu as 8 ans, tu commences déjà à avoir ta propre vision des choses. En gros, presque, t'es une adulte. Genre maintenant, tu ne m'intéresses plus. Ça a été dur. Déjà, ça a été un première douche froide. Et après, j'ai senti dans plein de choses. En fait, c'est plein de choses. C'est un truc tout bête, ne plus préparer le repas le soir. Genre de se dire qu'à 8 ans, c'est toi qui dois te débrouiller toute seule, c'est violent. Et après, à 10 ans, elle a décidé que les nounous et l'argent dépensé, ça servait plus à grand-chose. Alors, vous allez faire la rencontre d'un garçon. À mes 15 ans, ouais. Vous êtes encore chez votre sœur à l'époque. Ouais. Et je pense, en ayant lu votre livre, que si vous faites la rencontre de ce garçon, c'est parce que vous êtes livré à vous-même. Non, mais je pense aussi. Vous êtes en quête quand même d'une épaule, d'amour, finalement. Vous êtes en quête qu'on s'occupe de vous. Ouais. Chose que personne ne parvient à faire, puisque votre sœur n'est pas là.
Et puis je suis un poids, c'est-à-dire que je dois, même émotionnellement, je dois tout le temps me faire petite. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je ne me rappelle jamais, par exemple, de ma sœur qui vient me dire juste comment tu vas. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Donc quand vous rencontrez ce garçon, vous êtes amoureuse au début? Je crois que oui. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je croyais que c'était ça. Et puis après, en vrai, maintenant, avec du recul et les thérapies, j'ai compris que surtout, c'était un événement presque, c'est horrible, mais presque logique qui aurait pu m'arriver. Parce que 1 an avant cette histoire, ma sœur me dégage de la maison en même pas 1 heure pour aller vivre chez un frère. Frère qui frappe sa compagne. Donc je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, je banalise complètement les violences conjugales. Et que ça en découle d'ailleurs 1 an et demi plus tard quand je le subis à mon tour. Vous rencontrez ce garçon, au début, il se comporte bien avec vous? Ou très vite, il va devenir violent, possessif? En vrai, c'est dur à admettre, parce que je m'en veux. Donc c'est compliqué, mais en vrai, si on est complètement objectif, non, je savais que ça puait dès le début, cette histoire. D'accord. Dès le départ. Vous saviez? Oui. Vous aviez perçu que c'était quelqu'un de violent? Beaucoup de gens me disaient, Nathania, il t'insulte, donc il te frappera. Moi, je ne faisais pas ce raccourci-là. Mais oui, aujourd'hui que j'ai 25 ans, je me dis, effectivement, ça c'était pas... Il va vite être violent avec vous, ce garçon. Votre sœur va être au courant de ça même. Et elle va presque Aider. banaliser, j'allais dire. Mais vous dites aider? Oui, elle l'aide. Au fait, au début, moi, j'en parle pas à ma sœur. Déjà parce qu'elle n'est pas là, elle n'est pas en France. Je suis toute seule à la maison. Et encore une fois, le peu de moments où moi j'allais mal, ça pouvait retomber sur une tentative de suicide de sa part à elle. Donc, mon but à moi, c'était de me faire la plus petite possible, donc j'en parle à personne. Jusqu'au jour où plus le choix, puisqu'en fait, je suis séquestrée dans l'appartement de ma sœur, donc la police arrive, et donc obligée d'appeler ma tuteur. Et en fait, elle est où, la tutrice de cette personne? Et elle est à Dubaï. Donc elle a dû revenir. Elle a dû revenir. Ouais. Ce qu'elle n'a pas particulièrement apprécié. Non. Non, elle n'a pas particulièrement apprécié. Mais en revanche, elle a beaucoup été présente pour moi les 2 premières semaines. Par exemple, là, on a déduit que quand elle a compris ce qui m'était arrivé, parce que ça faisait quand même 3 mois que j'avais été violée pour la première fois, je n'en avais pas parlé. Mais quand elle a compris, et du coup qu'elle a compris plein de comportements que j'avais, en fait, elle s'est juste dit, c'est sa crise d'adolescence. Là, elle a capté qu'en fait, non, c'était beaucoup plus grave. Et elle a pris des initiatives qui peuvent paraître toutes bêtes, mais moi qui à l'époque m'avait fait du bien. Comme par exemple m'emmener me faire un hammam, parce que je me sentais très très sale à l'époque. Ce garçon vous a violé à plusieurs reprises? Dès qu'il m'a retiré ma virginité, ouais. Déjà par ce viol-là. Après j'ai été, on va dire, tranquille quelques temps. Et après ça a empiré. Oui, cet homme en fait Pendant 3 ans. ne cherchait pas à connaître votre consentement ou non. Mais je ne savais même pas que... Moi, ce que j'ai appris de base de la sexualité, c'est le devoir conjugal. C'est-à-dire? Que j'étais sa petite amie, que par conséquent, je devais juste me taire et faire. D'accord, c'est ce que ce garçon de 21 ans, à l'époque, vous dit, en fait. C'est comme ça qu'il a construit ma sexualité. D'accord. Parce que même la première fois, quand il m'a violée et que j'étais vierge, il m'a juste balancée par terre après et il m'a dit, ça y est, genre j'ai fini mon petit truc et démerde-toi, tu vois. Et j'ai dû rentrer toute seule, il était je crois minuit, un truc comme ça. J'avais du sang sur mon t-shirt parce que je m'étais débattue et que j'étais pas déshabillée du coup. Et après ça, le chantage, il a commencé petit à petit, parce que moi dans ma religion, c'était très important pour moi la virginité. De quelle religion parlez-vous? Je suis de confession juive. D'accord. J'ai pas grandi du tout dans la... Ma sœur est pas du tout pratiquante et tout, mais quand elle m'a dégagée à 13 ans, ça a été une période très compliquée et j'ai su que j'avais 2 choix de vie. C'était soit je me réfugie dans quelque chose de sain, qui à mes yeux je l'ai déterminé par la religion, soit à l'inverse, je pars complètement en vrille et j'ai plus rien, quoi. Oui. Et à travers la religion, j'ai trouvé vraiment tout ce que j'avais besoin. C'est-à-dire une communauté, une famille, toutes ces choses. Et donc dans ma tête à moi, je rappelle, mais d'une jeune fille de 13, 14 et 15 ans, c'est... j'ai changé de mentalité, je précise, mais une femme ne devait connaître qu'un seul homme. Sinon, elle était impure. Et donc, par ça, elle devait attendre le mariage et après le mariage, se donner. Et c'était ça ou rien. C'est-à-dire que c'était vraiment ma ligne de conduite. Et ça, il le savait très bien. Il le savait très bien à quel point c'était important pour moi. Et quand il a vu qu'il avait la possibilité que j'avais la possibilité de lui échapper, il a réfléchi, il a juste pris le truc qui allait me briser. Et ça, effectivement, ça m'a brisé. À 15 ans, donc, vous êtes séquestré dans cet appartement.
La police intervient. Hein. Ouais. Quelles vont être les conséquences de cette intervention Vous n'allez pas être placé à ce moment-là? Ça, c'est une des premières séquestrations. Ça a duré un petit moment quand même. Il a fallu attendre la dernière séquestration, qui a cette fois-ci duré 9 jours, où là, les policiers donc, sont venus sur place, ont pu constater de certaines choses. Et c'est là où j'ai été placée en foyer d'urgence à ce moment-là. Est-ce que votre sœur a porté plainte pour vous? Parce que Non. Ça veut dire que cet homme n'a pas été inquiété du tout? Il a fait de la prison beaucoup plus tard. À cause de ça? Même pas pour les faits de séquestration, c'est parce que j'ai réussi. Parce qu'à un moment donné, c'est fou la justice française, mais en gros, j'ai dû d'atteindre un niveau jour d'ITT. Quand il m'a cassé le sternum, donc on était quand même déjà 2 ans après la séquestration de 9 jours, il me casse le sternum, je vais à Hôtel-Dieu pour faire constater mes blessures. J'ai 9 jours d'ITT. À la suite, on est mis sur écoute. La policière, une gardienne de la paix que j'ai gardée en contact, que j'appelle mon petit ange gardien, que j'aime beaucoup, qui a saisi en fait l'importance de la situation. Là, j'ai eu enfin le droit d'avoir une restriction, comme quoi il ne pouvait plus m'approcher, qu'il n'a pas respecté, même pas 24 heures. Et c'est là où nous avons eu le procès. Il a été condamné. À 8 mois. Ce qui est très très peu. 8 mois pendant lesquels, pendant 5 mois, il me harcelait, parce qu'il avait un téléphone. En prison? En prison. À l'âge de 15 ans, donc, vous allez être placé, c'est ça? Ou vous êtes placé dans une famille d'accueil, dans un foyer? Foyer d'urgence. Ce qu'on appelle un foyer d'urgence, c'est un foyer où on te sort de situation pas d'urgence. Et pour le coup, moi, comme je viens de Paris, ça, pareil, c'est des choses qu'on ne connaît pas sur le tas, mais qu'on doit savoir. C'est qu'en fait, comme tu es né à Paris, ça doit être le maire de Paris qui doit te trouver une place dans un foyer à Paris. D'accord. Là où moi, ma séquestration se trouve dans le 94, donc du coup, placée dans le 94. Et on m'a juste dit, eh ben, pour l'instant, tu es là et tu attends. Et j'ai attendu 3 mois et demi. J'ai fait ces 3 mois et demi dans ce premier foyer, avant que le maire de Paris trouve enfin une place pour moi dans un foyer à Paris. D'accord, et ça s'est passé comment, alors, avec l'ASE, la protection de l'enfance? Est-ce que ça marchait dans ce foyer? Parce que il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis sur ces foyers. Ça s'est passé comment pour vous? Je me suis sentie encore plus seule, en vrai. Pas de copine? Non. Alors, dans le premier foyer, dans le foyer d'urgence, si. Parce que j'étais très abîmée à ce moment-là et j'ai réussi à vraiment trouver pas mal de réconfort dans des jeunes filles, surtout qui étaient assez pratiquantes. Donc j'ai pu retrouver un peu de sérénité? De sérénité à travers la foi. Ça m'a fait du bien. Mais alors dans le deuxième foyer, c'était beaucoup plus compliqué parce que ça faisait longtemps qu'elles étaient là. Elles avaient déjà leur petit groupe. Du coup, je me suis complètement isolée. Pendant 6 mois, j'ai adressé la parole à personne. Genre, je faisais extérieur, chambre, extérieur, chambre, extérieur, chambre. J'arrivais pas du tout à m'ouvrir. Et puis en vrai, j'avais l'impression que ça dérangeait personne. Il n'y a aucun éducateur qui s'est dit, en fait, elle vient quand même de vivre 9 jours de séquestration plus des viols. Ça n'a jamais intéressé personne. Donc je me suis encore plus isolée. C'est quand même fou ce que vous nous racontez, quoi. C'est mon histoire, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres gens. Est-ce qu'on s'est occupé de vous psychologiquement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été suivi par un psychologue? Psychologue? Quand tu arrives au foyer, en général, tu as un psychologue de foyer. Oui. Donc, on a des visites. Donc, je crois que moi, j'allais voir ma psy une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Moi, je voudrais aborder quelque chose avec vous qui est tout de même très important, c'est la sortie de l'ASE. Waouh. À 18 ans, vous vous retrouvez donc majeur. Est-ce qu'on vous a préparé à cette sortie? Est-ce que on vous accompagne à cette sortie? Comment ça se passe? En gros, à savoir que le principal travail des éducateurs, c'est de tenir un journal sur toi. Donc, ils notent tous tes faits et gestes. Moi, j'ai été convoquée par mon représentant d'ASE. Donc, il y a l'aide sociale à l'enfance et tu es censé avoir un représentant. Ce représentant, je ne l'avais jamais rencontré, bien que concrètement, c'est censé être mon tuteur. J'ai rencontré ce monsieur-là 3 mois avant mes 18 ans, qui m'a du coup sorti une pile de papiers et qui m'a sorti, par exemple, lundi 13 février, vous êtes revenu au foyer avec des sacs d'une marque. Du coup, on estime que vous êtes assez débrouillarde. Et je leur explique, non, parce qu'en fait, j'essaye de m'en sortir, voilà, je veux faire des shootings photos, je veux travailler dans la mode, etc. Et du coup, vu que je ne veux pas toucher à mon argent de vêture, qui est 50 € par mois par l'État, je décide de faire des shootings en faveur de vêtements. Comme ça, je peux économiser l'argent de vêture. Donc, je ne suis pas du tout débrouillarde. J'essaye un peu, mais pas de là être relâchée. Autonome. Pas du tout. Et le truc, c'est que il m'a clairement dit que je n'étais pas prioritaire au dossier, donc d'avoir son appartement et d'avoir cette aide. Donc après, je serais passée en foyer jeune travailleur. Oui.
c'est pas non plus une super option. Non, mais au moins, il y a au moins un accompagnement, un cadre. C'est ça. Mais eux, ils ont estimé que j'étais pas prioritaire parce que j'étais trop débrouillarde. Et du coup, je suis repartie de ce rendez-vous avec une lettre pour me dire que le jour de mes 18 ans, avant midi, je devais avoir quitté les lieux. Donc, ils me laissaient, c'est pas bon, ça me laissait 3 mois pour rebondir. Ce qui veut dire qu'à 18 ans, vous êtes mise dehors. Le jour même de mes 18 ans. Qu'est-ce que vous avez comme option ce jour-là, Natania? Bah moi, ma première option, c'est de surtout pas rester à Paris, déjà, parce que c'est trop cher, parce que mon ex est en prison, mais qu'il peut sortir de prison et me retrouver très vite, et que du coup, là, je serais vraiment... Vous avez peur de ça, à l'époque? Ouais. Je suis terrorisée de ça, et de me dire, mais là, je suis toute seule, genre là, j'ai plus 4 murs pour me protéger, quoi. Déjà que le foyer ne m'a pas énormément aidée. Si en plus, là, je suis toute seule, ça va être très compliqué. Et du coup, bah, je prends tout simplement la décision pour ma sécurité de partir. Mais ça a été une décision très compliquée parce que j'ai quitté mes derniers... Enfin, je sais que ça peut paraître con, mais c'était mes seuls repères. En vrai, Paris, mes derniers amis, Bien sûr. Que je connaissais, c'était tout ce qui me restait, quoi. Et j'ai tout quitté. Dans le Sud, vous connaissez quelqu'un ou pas du tout? Personne? D'accord. Non. Comment est-ce que vous allez vous loger? Comment L'enfer. Au début, genre, j'ai été logée dans des trucs infestés de souris et tout. Ça a été l'enfer parce que j'avais pas d'argent. Et puis après, genre, j'ai trouvé un Airbnb. Mais là, je me dis, bah, trop cool, j'ai un Airbnb pour 2 semaines. Mais... Et après, je fais comment? Et du coup, j'ai commencé à créer, donc 3 mois avant, donc avant que je sois dégagée du foyer, j'avais créé mon site qui s'appelait natania.fr. Parce que je rêvais d'être journaliste. Je me suis dit, bah, à défaut de faire des études, je vais créer mon propre blog. Et il y avait un système de rémunération. Du coup, je me faisais genre peut-être 300 €, 400 €. Mais mine de rien, 300 € à Paris et 300 € dans le Sud, c'est pas pareil. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé comme ça à m'en sortir. Jusqu'à que je trouve un appartement. Donc j'ai trouvé un appartement, mais j'avais plus de meubles. Alors là, j'avais plus rien. Là, j'étais à 200 € sur le compte, un appart, plus rien. Pas de frigo, même pas de quoi. J'avais plus rien. Et après, bah, je sais pas, je crois que j'ai toujours une bonne étoile. Et du coup, j'ai eu, je sais pas si je peux lui dire, mais une femme qui travaille dans le milieu, qui m'a dit, mais je crois que j'ai un contrat pour toi, pour une marque. Et ça m'a aidé à décoller. Et après, elle m'a pris sous son aile. Et après, vous avez fait aussi de la télé-réalité, qui vous a permis d'être un peu connu. Et de revenir sur Paris. De revenir sur Paris. Le reste se trouve dans le bouquin, L'enfant oublié. On peut dire aujourd'hui que vous allez mieux. Ouais. Vous allez plutôt bien. On apprend. Là, c'est un nouvel exercice aussi, hein, le livre. Je vais pas vous mentir. Je sais que peut-être que tout le monde se dit « Ah, super, elle a écrit un livre, elle va dire à quel point elle est super forte et tout. » Et c'est pas forcément le cas. Hein. C'est pas facile émotionnellement de se mettre à nu devant tout le monde. Et surtout, là, je suis dans une période où je dois réaliser les 23 ans que je viens de vivre. Oui. Là où moi, j'ai beaucoup souffert de dépersonnalisation. Je me suis complètement retirée de ça. Mais en tout cas, il n'y a aucun élément extérieur qui me fait du mal. Vous m'avez dit, la dernière fois que nous nous sommes parlé, avoir trouvé l'amour aussi, avoir trouvé quelqu'un qui vous protège. Oui. Enfin, j'ai envie de dire. Grave. Là, j'ai beaucoup de chance. J'ai quelqu'un qui me fait beaucoup de bien et qui vient petit à petit penser toutes les petites blessures que j'ai. Et ça devient un peu enfin ma stabilité. J'en fais une famille, ma famille. Comme j'aime bien appeler ça, mais je suis sur l'autoroute du kiff. J'essaye. Quelle relation avez-vous avec les membres de votre famille aujourd'hui? J'en vois plus. Du tout. Du tout. Là, par exemple, aujourd'hui, du coup, j'avais mon père biologique, mais j'avais aussi le père de mes frères et sœurs, qui est mort la semaine dernière. Aujourd'hui, là, c'est au moment où je te parle, il y a les obsèques, en fait. Et du coup, j'y suis pas pour ne pas les voir. Votre père biologique, vous m'aviez dit que vous l'aviez retrouvé, et c'est compliqué avec lui aussi? Après, je pense que ça doit pas être facile non plus de débarquer dans une nouvelle famille, d'annoncer à un homme de 60 ans « Coucou, t'as une fille là depuis... » Oui, oui. Ça doit pas être facile non plus. Et le truc, c'est qu'après, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça a aussi créé des manques en moi. Et je pense que ça rend les gens différents. Et je pense que pas tout le monde ne peut comprendre ces différences. Et je pense que, en tout cas pour l'instant, mon géniteur n'est pas en capacité d'être la personne que moi j'ai besoin. Et puis, vous avez quel âge aujourd'hui? 25. 25. Ouais. Il vous faut sans doute aussi assimiler et puis prendre conscience de la jeune femme que vous êtes. Et peut-être aujourd'hui que vous repreniez pied, peut-être réaliser quels sont vos atouts. Hein. On dit souvent que des personnes regardent le verre vide, la partie vide du verre. Il serait temps maintenant de voir le côté plein. Voilà. Mais c'est un sacré travail. Oui, c'est un sacré travail. Vous l'avez entamé avec ce livre.
Je crois que c'est une confession que vous faites, un acte de courage aussi, parce que vous vous racontez très bien dans ce livre L'enfant oublié aux éditions Hugo. Pardon. C'est un acte de courage de se raconter. Parce que je le dis souvent, c'est très courageux de parler de son intimité. J'ai dû fouiller dans tous mes papiers, dans mes carnets secrets d'enfants, dans mes rapports d'aide sociale à l'enfance. Donc ça a été un vrai travail. Là, j'ai mis tout ce qui se trouve dans ce bouquin. Lisez-le, vous qui nous regardez. Et on se reverra dans quelques années, vous allez le transformer en force. Ça, il faut pouvoir aider d'autres enfants qui ont été placés, mais pas forcément ceux qui sont placés, ceux qui vivent actuellement dans des situations hyper toxiques avec leur famille et qui banalisent ça. J'espère vraiment qu'ils trouveront le courage de se revaloriser, de se dire que c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois mériter les pires crasses et les pires injustices. En tout cas, ce qui est certain, et votre histoire le montre, c'est que ça n'est pas parce qu'on a le même sang qu'on doit accepter tout et n'importe quoi des siens. Et que parfois, malheureusement... Il faut savoir se détacher. Exactement. Bien sûr. Vous avez repris confiance en vous un petit peu aujourd'hui? Là, tout de suite, au moment où je te parle, c'est pas la meilleure période. Non? Non. Mais je trouve... En fait, plus je reçois des témoignages et tout, plus ça me fait du bien. Mais je pense que là, je suis dans une période où, ce que je disais avec ma thérapeute, où genre, j'ai juste besoin de réaliser les 23 années par lesquelles je suis passée. Et essayer de maintenant faire avec. Parce qu'en vrai, on ne guérit pas de ça. On apprend à vivre avec. Oui, et puis on regarde devant aussi. C'est ça. Hein? Vous avez la vie devant vous. Oui. En tout cas, merci de m'avoir accordé de votre temps. Merci et puis, power sur l'autoroute du aller, kiff. Autoroute du kiff, hein? ça va aller. Très bien. Merci.